Les législatives de 78 se soldent par une nouvelle défaite de la gauche. PC, PS et radicaux sont partis en ordre dispersés dans la bataille. Je me souviens, j'étais devant la télévision chez mes parents, et c'était cette espèce de rite immuable où chaque année, élection cantonale, municipale, législative, et c'était toujours la droite qui gagnait. Bon, c'était vraiment... Et dans le fond, on se consolait en disant oui, mais nous, on a le contrôle, on a le ministère des masses, quoi. Bon, c'est pas les élections, hein, donc on se consolait comme ça, quoi. Mais on prenait des coups. Je me rappelle, chaque soirée d'élection, c'était terrible quand même. Hein. Il y avait à chaque fois la défaite, quoi. C'était la défaite, la défaite, la défaite. Que la difficulté de la gauche est qu'elle veut aller honnêtement au fond des choses pour changer la vie, et que la facilité de la droite est qu'elle se contente de slogans à seule fin de garder le pouvoir. Toute l'habileté de François Mitterrand est d'avoir mis Michel Rocard sur la droite. Donc le méchant, celui qui ne voulait pas rompre avec le système capitaliste, ce n'était plus ce François Mitterrand venant de la 4e République, qui lui, au fur et à mesure de l'histoire, s'était gauchi. C'était Michel Rocard. Alors dans le pire des cas, on l'imaginait en Kerensky ouvrant la voie à la Révolution russe, et donc là, la voie à la Révolution française. Mais globalement, je disais, voilà, c'est celui qui va battre Valéry Giscard d'Estaing, et pour une fois, la gauche sera au pouvoir. Et puis après, c'est comme en 1936, il y aura vraisemblablement des comités d'action ou des occupations d'usines. Il faut en passer par là. Et à l'époque, Jean-Christophe avait eu cette idée, et il accompagnait ce mouvement qui existait, de dire, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas rentrer les socialistes dans l'organisation? Dans notre organisation, il n'y avait que des trotskistes, pratiquement. Il n'y avait que nous, quoi, dans cette organisation syndicale. Et en fait, l'idée qu'il avait, et que je partageais avec lui, c'était qu'il fallait accompagner ce mouvement de la société vers le Parti socialiste, vers le pouvoir. C'est Stora et Cambadélis qui suggèrent d'accueillir les socialistes au sein de l'UNEF non communiste. Un premier pas vers une réunification du syndicat étudiant. Est-ce que l'UNEF sort de la marginalité? Eh bien, je crois que l'UNEF n'a jamais été dans la marginalité. Je crois qu'après 68, un certain nombre de courants d'étudiants ont quitté l'organisation syndicale pour faire un certain nombre d'expériences. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est qu'à la tribune de ce congrès, des militants sont venus proposer à l'UNEF Unité syndicale de participer à un mouvement pour la réunification syndicale. Ces courants étaient ceux qui avaient quitté l'UNEF après mai-juin 68. Et ce que nous un des premiers, si mes souvenirs sont bons, socialistes à rentrer dans notre organisation, c'était Jean-Marie Le Guen. Jean-Marie Le Guen, en 1900, une organisation syndicale, je parle, hein. Pas trotskiste, il était socialiste. Jean-Marie Le Guen, il a toujours été socialiste. Alors Yves Guénin, vous savez que dans cette émission, souvent nous faisons intervenir des jeunes. Il y a une semaine, c'était un jeune communiste en face de M. Le Canuet. Puis aujourd'hui, vous avez donc un jeune socialiste. Il a 25 ans, il est étudiant en médecine, je crois. Oui, si j'ai bien compris, vous faites partie donc de cette France que la majorité rejette actuellement dans le chaos. Absolument. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, en vous écoutant, M. Guénin, j'étais absolument stupéfait de la façon dont vous fuyez vos responsabilités. Car, vous l'avez rappelé, vous êtes la droite qui gouverne notre pays depuis plus de 20 ans maintenant. Et ces 20 ans, c'est le temps d'une génération, c'est le temps de ma génération. Et la situation des jeunes aujourd'hui, c'est vous qui, de A à Z, l'avez forgée. Mitterrand ne voulait pas que l'université soit un lieu de débordement et de monopole, soit gauchiste, soit surtout communiste, pour dire des choses. Et donc, il veut créer une organisation. Et donc, moi qui suis tout sauf mêlé au mouvement étudiant, hein, je suis vraiment dans d'autres contextes, un étudiant en médecine de l'époque, peu de contact avec le mouvement universitaire, je suis chargé, quelque part, de créer ce mouvement syndical étudiant. Bon. Alors, au-delà de ça, il y avait l'idée de donner à la jeunesse, étudiante en l'occurrence, une organisation autonome, une force politique, et à cette génération d'exister avec une force politique. L'UNEF avait été divisée en plusieurs chapelles, et on avait initié un processus après la grande grève de 1976 qui voit arriver Jean-Marie Le Guen, Jean-Loup Salzman, toute une série de responsables venant du Parti socialiste, un processus de réunification où toute la gauche, entre guillemets, non communiste, non appartenant au Parti communiste, va se réunifier.
Pour cette génération, le congrès de l'UNEF de 1980 constitue l'acte fondateur. Du 3 au 5 mai, ils se retrouvent tous dans le grand amphi de l'Université de Nanterre, prêts à recréer le syndicat uni des années 60. Le personnage central, c'est Jean-Christophe Cambadélis, et autour de lui, il y a une nébuleuse qui est constituée soit de dirigeants trotskistes du PCI ou de l'OCI à l'époque, dit lambertistes, et il y a deux groupes socialistes autour de lui qui participent, un groupe de rocardiens et un groupe de mitterrandistes. Bon, et nous, on est plutôt les gens sincères dans cette affaire-là, la Ligue communiste. On est un peu les naïfs. On ne voit d'ailleurs pas comment le Congrès se prépare, clandestinement, avec une majorité qui se constitue entre une partie des trotskistes et des socialistes, et qui va faire qu'au moment des votes, alors que nous, on considère qu'on est vraiment une force, on va se retrouver réduit à la portion congrue du syndicat. Alors évidemment, il y a des rapports de force, tout le monde veut gagner, et à l'époque, personne n'a froid aux yeux, donc ça donne des nuits et des soirées assez combatives, on va dire. Nous, on était majoritaires, de toute façon. En termes militants, notre organisation était la plus forte, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'on accompagnait le mouvement sur la gauche du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'on était cette espèce de mouvement gauche, mais sans être au Parti socialiste, mais on accompagnait ce mouvement très profond dans la société vers le Parti socialiste qui apparaissait à l'époque comme une sorte de laboratoire d'idées, comme lieu d'échange, de rencontres, regroupant tous les courants. Ce qui est de commun entre nous, c'est qu'on croit plus au grand soir. Voilà. On ne croit plus à autre chose qu'à l'avènement d'une majorité de gauche par la démocratie. C'est à ça qu'on croit. Et on voit bien que c'est autour du Parti socialiste et François Mitterrand que ça va se polariser. Tout ça a fait l'UNEF, que nous avons appelée indépendante et démocratique, l'UNEF-ID, qui a, dans notre secteur, qui était celui de la jeunesse, préparé à sa manière l'arrivée de François Mitterrand en 1981. Et tous ces gens qui ont vécu dans la compétition absolue au cours des années précédentes, vont maintenant travailler à construire ensemble un syndicat dans lequel déjà leur principale activité va consister à garder le pouvoir dans leur tendance ou dans la majorité. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si après on retrouve les mêmes dans le Parti socialiste en train de faire exactement la même chose que ce qu'ils ont appris à faire dans l'UNEF indépendante et démocratique, c'est-à-dire faire vivre des tendances et organiser le pouvoir à l'intérieur d'une structure collective. 1981, campagne présidentielle, François Mitterrand a réussi son pari, l'UNEF réunifiée est derrière lui. Un jour, je reçois un coup de fil au bureau national de l'UNEF et on me dit « T'as Bérégovoy sur la 2 ». Bon, allô. Bon, et Pierre Bérégovoy me dit « Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble ?» Et donc, on déjeune ensemble et il me dit « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» Moi, je suis un syndicat, je suis indépendant, je ne peux pas faire grand-chose, etc. Par contre, on peut faire un questionnaire et vous nous répondez, au questionnaire. Et donc, on va faire la même chose avec Valéry Giscard d'Estaing. Et on rédige le questionnaire, on passe des heures et des nuits avec des sous-négociations pour savoir la phrase auquel niveau elle doit être, etc. Bon, c'est les délices du syndicalisme étudiant. Et puis, on l'envoie. On reçoit la première réponse qu'on reçoit, c'est celle de Valéry Giscard d'Estaing. Pas de réponse du Parti socialiste. Bon, donc, j'appelle, je dis, ben, je sais pas, on n'a pas de réponse, c'était un truc pour que vous ayez une réponse. Et il me dit, j'en ai parlé à François Mitterrand, qui m'a dit, il n'a qu'à écrire les réponses. Et donc, j'ai écrit les réponses de François Mitterrand aux questions que j'avais moi-même posées sur le sujet. Ça a été un petit peu modifié parce que mon langage à l'époque n'était pas tout à fait adéquat. Mais voilà comment nous avons participé modestement à cette campagne en diffusant massivement ce document et en étant beaucoup dans les collages, parce qu'à l'époque on collait énormément d'affiches. À droite, le candidat Chirac mobilise lui aussi, autant contre Mitterrand que contre l'autre candidat de la droite, Giscard d'Estaing. Je voudrais que vous observiez que ce plan que je propose, et qui n'est rien d'autre qu'un plan de bon sens, est à la fois incompatible, c'est vrai, avec le plan proposé par M. Mitterrand,
est totalement incompatible avec celui qui a été suivi jusqu'ici par le chef de l'État. Ce soir, Jacques Chirac participe à un dîner-débat avec 600 présidents responsables d'associations de jeunes. Alors, qui sont ces jeunes qui soutiennent aujourd'hui Jacques Chirac? Un reportage d'Alain Rodi. Écoutez, les jeunes attendent que Jacques Chirac soit le président de la République dont la France a besoin. Qu'il sache parler le langage de l'ambition et de l'espoir. De l'ambition pour notre pays, car nombreux sont les jeunes qui ne veulent pas que leur pays et la France soient ramenés au rôle d'une puissance de second rang. Aujourd'hui, tous les candidats ont leurs jeunes. Qu'est-ce qui différencie donc un jeune chiracien d'un jeune giscardien? Et je crois que ce qui nous différencie des jeunes giscardiens, c'est un esprit d'ouverture. Nous avons l'ambition de rassembler les jeunes, tous les jeunes, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Et surtout en éloignant de nous toute idée de caste, ou de clan, ou même de sectarisme. Les efforts des jeunes chiraciens seront vains. Le 10 mai 1981, la France bascule. Nous sommes un certain nombre à attendre rue du Faubourg-Saint-Denis, où il y a le local historique des Lambertistes. Et donc à 18h, je reçois un coup de téléphone de Jean-Marie Le Guen, qui était dans le bureau de Paul Tillès, et qui me dit « c'est bon, la gauche a gagné ». Tonnerre d'applaudissements, de joie. Il faut se dire que c'est un moment de joie absolue où on fait l'histoire. On n'est plus ceux qui la racontent, on n'est plus ceux qui la commentent, on est dans l'histoire. Parce que nous pensons que l'histoire commence en 81. Oui, on avait l'impression de rentrer dans un nouveau monde, quoi. Dans un nouveau monde dont nous avions forcé les portes. À ce moment-là, nous avions discuté avec la direction du PS de faire un rassemblement à la Bastille. Et là, les gens arrivent. Alors avant, il y a une petite anecdote qui sont les chicailleries entre Julien Drey et moi-même. C'est que Julien Drey voulait participer au processus d'organisation de la Bastille. Je ne le voulais pas. Et Julien nous appelle pour savoir où est lieu le rassemblement. Et on lui dit à la République, pour arriver plus vite à la Bastille, c'était vraiment pas sympa. Et donc, on se retrouve à la Bastille et on me donne la parole. Et on me donne la parole devant cette foule immense. C'est nous qui dirigions la place de la Bastille. Si vous regardez les photos et les films du 10 mai 81, les gens qui sont les premiers à être félicités et donc à monter sur la tribune de la place de la Bastille, c'est Jean-Christophe Cambadélis, Philippe Darriula, Philippe Campinqui au nom des syndicats étudiants, moi-même, voilà. Avant Michel Rocard. Et avant Paul Tillès, qui est le directeur de campagne de François Mitterrand. Nous nous sommes retrouvés ici à Solferino, où Mitterrand est arrivé fort tard, dans une ambiance indescriptible. Et nous étions là, le bureau national de l'UNEF, sur les marches de Solferino. Et nous l'avons vu regarder et nous avons dit « Kerensky vient de passer ». C'était peut-être un peu caricatural, mais on avait fait cette espèce de travail historique, un peu épique, un peu romanesque, de forcer les portes de l'histoire, bon, avec un leader charismatique qui était François Mitterrand, mais avec l'impression qu'on avait fait au moins, au plus pour son élection que beaucoup d'autres. Je me souviens, lorsque François Mitterrand a remonté la rue Soufflot pour aller vers le Panthéon,
Et il y avait une immense banderole Unité PCPS. C'était nous. C'était nous qui avions mis cette banderole, qui est visible partout si vous regardez les clichés de l'époque. Et ben c'était que des militants de l'OCI qui étaient étudiants, qui étaient là. La victoire de Mitterrand place le PS au centre de l'échiquier politique. Chez certains, les idéaux révolutionnaires de leur jeunesse font désormais moins rêver que les perspectives ouvertes par cette gauche présidentielle. Julien Drey et plusieurs de ses amis de la Ligue rompent avec le trotskisme pour adhérer au Parti socialiste. Alors nous, on rentre au PS, on est là encore plein de mythologie dans la tête. On va être les nouveaux Marceau-Pivert, on va être à Mitterrand ce que Marceau-Pivert était au Front Populaire, c'est-à-dire une aile gauche, offensive. On est dans l'UNEF, donc on est dans un syndicat quand même, qui est un syndicat qui a des affinités avec le gouvernement socialiste. Julien, je pense qu'il est un grand dirigeant politique de gauche, et il arrive au PS et les gens le regardent comme ça et disent, c'est qui Julien Drey? J'ai pas été accueilli à bras ouverts. Bon, ça n'a pas été ah c'est formidable, on est content. Bon, j'ai tout de suite été suspecté de tiens, dirigeant trotskiste qui adhère au Parti socialiste, qu'est-ce qui vient manœuvrer, qu'est-ce qui vient manipuler. Bon, c'est pas très fraternel. Bon. On est peanuts dans le PS, voilà, on arrive, de temps en temps on a un rendez-vous avec quelqu'un, on est vachement content, on croit qu'on a avancé d'un pas, avec le recul, quand je vois les gens avec qui on avait rendez-vous, c'est amusant, et on cherche à faire notre trou et on a beaucoup de mal. Voilà, le Parti socialiste qui attire à lui toute la direction compétente au plan du mouvement social, de la capacité à militer. Et ces gens-là sont très mal vus dans leur arrivée au Parti socialiste, traités pour l'essentiel comme des parias. Jusqu'ici, on a été critiqués. Maintenant, la critique, elle est facile. À droite, l'élection de Mitterrand a fait l'effet d'un coup de massue. Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant? Le désordre. Vous craignez les communistes? Absolument. Absolument. Les communistes, c'est le chaos en France. On le voit dans tous les pays à côté. Je l'ai à la fois mal vécu et bien vécu. Bien vécu parce que on considérait que si Giscard était réélu, il ferait table rase du gaullisme, du RPR, etc. On était les ennemis des giscardiens. Et on a tous pensé béatement que, mon Dieu, si Mitterrand était élu, ça durerait l'espace d'une rose et puis on reviendrait au pouvoir parce que qu'il puisse y avoir une majorité de gauche en France, c'était quelque chose de totalement inconcevable. Donc, on se dit, bon, allez, il sera élu, puis de toute manière, on aura la majorité, et puis voilà. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça.